c'est ma manière de respirer, écrire. Donc c'est difficile d'en parler parce que c'est littéralement ma manière d'être. Pour le coup, tout est matière à raconter notre époque et raconter un peu l'épuisement de notre époque et en même temps l'envie d'autre chose de notre époque. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Si tu joues les mêmes 20 minutes, tu fais « Oula, aïe, oui, oui », alors que la guitare encore plus, mais... En tout cas, oui, je comprends. Et en même temps, ça fait peur de revenir après si longtemps. C'est quelque chose que tu as tellement connu que tu te demandes, tu as l'impression d'être étrangère à ce que tu as connu si bien toute ta vie, tu vois. Ouais. Attends, je vais d'abord éteindre le téléphone. Ouais, parce que je connais les musiques. J'ai trop envie de l'entendre. T'es prête ? Ouais. On y va ? Ouais. C'est parti. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Pour la personne qui nous la pose, cette question, elle ne se réduit qu'à une chose, notre métier. Sarah Roubateau aurait une autre question à nous proposer. Quel est le verbe de ta vie ? Pas le métier, non, le verbe. Guetter et raconter. Voilà les deux verbes de la vie de Sarah Roubateau. Avec ces mots, elle raconte notre époque. La préciosité des gens qui s'émerveillent, l'importance d'aller creuser des moments de silence. Dans un monde où l'image prédomine, quelle place auraient finalement les mots ? À travers son art, Sarah nous invite à poser la question de nos vies autrement, à réapprendre à donner, à se retrouver entier. Avec Sarah Roubateau sur Nouvel Œil, on parle d'écriture, de verbes et de récits. J'espère que cette écoute t'invitera à trouver le verbe de ta vie. Salut Sarah. Salut. Je suis ravie d'enfin te tendre mon micro jaune. On a plein de sujets à aborder. Tu es passionnée d'écriture. Tu pistes les changements possibles dans nos sociétés pour participer à la création de nouveaux récits. Et ces récits, tu les écris, tu les mets en scène et tu les chantes. Donc tu es écrivaine, anthropologue et compositrice. Bref, tu développes des formes où l'art de la parole, le débat et l'éducation se rejoignent. Mais tu dis, je ne suis pas mon métier, ni mon CV, ni mon origine, ni ma situation. Alors qui es-tu, Sarah ? Je vais dire que je suis ce que je défends, ce que je refuse, ce que j'espère, ce à quoi j'aspire, ce dont je rêve. J'ai dit tout ça parce que j'ai une allergie à être assignée à résidence, assignée à, par exemple à mes origines ou à mon genre ou à même un métier. C'est pas ce qui me définit proprement et je pense que ce n'est pas ce qui définit en général les gens. Je suis plus intéressée quand je rencontre quelqu'un avant de lui demander éventuellement d'où il vient, ses origines, mais de savoir à quoi t'aspires, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce que tu refuses, qu'est-ce que tu défends. Ça va me donner plus d'indications sur quelqu'un. Donc moi c'est surtout par rapport à ça que je peux me définir. Et alors, à quoi est-ce que toi tu aspires ? Moi, j'essaye de raconter, d'exprimer les potentiels de changement dans nos sociétés. Donc, quand je vois des gens qui essayent de faire des choses, qui y arrivent ou pas, j'exprime ça. Je raconte ces petits moments où entre le monde comme il est et le monde qu'on pourrait avoir, il y a un décalage. Et ce décalage, il peut à la fois faire mal et il peut à la fois créer des joies, des élans très créatifs chez les gens. Et c'est ces deux choses que j'aime bien guetter et raconter. Et alors, avant qu'on creuse tout ça, je vais te poser la question d'introduction du podcast que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui ? Elle m'a appris qu'il ne suffit pas d'avoir du talent et de travailler très fort. Disons, pour arriver à ce que le monde accueille ce qu'on veut faire. Je dis ça parce que moi, j'ai été
plus que très 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 bonne élève. Donc je pensais que si j'étais très bonne et en même temps originale et en même temps voilà avoir du talent et travailler et tout ça, que j'aurais entre guillemets la bonne note de la vie. Et j'ai appris que c'était pas du tout comme ça. Ça, c'est vraiment la grande leçon que j'ai apprise. Ouais. C'est comment alors la vie, si c'est pas ça? C'est que les choix que tu fais se déplient de façon que tu peux pas contrôler déjà. C'est fait de chemins de zigzag, de ruptures. C'est fait de rencontres qui se font ou ne se font pas selon est-ce que c'était le bon moment ou pas de la faire. Et c'est fait de beaucoup de choses que tu peux pas contrôler ni maîtriser. Et donc ça renvoie, faut être humble devant ça et comprendre que tu peux pas entièrement te faire toi-même parce qu'en fait, il y a tout un travail qu'on fait sur soi, c'est sûr, bien sûr, mais c'est tout dans la relation avec l'autre aussi. Donc tu peux pas être en contrôle de tout. Et toi, justement, tu n'as jamais hésité à prendre les tournants. Après avoir étudié à l'École internationale de Paris, tu as refusé d'aller en Cagne pour partir étudier au Canada. Et tu t'es spécialisée en anthropologie de la littérature orale, en te rendant 13 fois au Maroc pour vivre avec les Berbères du Haut-Atlas. Et à 23 ans, tu étais la plus jeune invitée par l'UNESCO et le programme de préservation du patrimoine culturel immatériel pour présenter tes recherches. À cet âge-là, comment est-ce que tu projetais ton avenir? Et ce que je savais, ce que j'ai toujours su, c'est que j'allais écrire, c'est que je devais écrire. Mais je ne savais pas dans quel contexte j'allais bien pouvoir écrire, dans quelle arène le monde, la vie allait me laisser faire ce que j'avais à faire. Est-ce que j'allais être grand reporter? Est-ce que j'allais être anthropologue et travailler sur les littératures orales et écrire? Est-ce que j'allais faire des spectacles, écrire et performer? Ça, je savais pas, mais ce qui m'a amené dans l'anthropologie et la littérature orale, c'est une fascination donc pour la parole et pour les mots et pour les sociétés pour qui la parole est encore très précieuse, que moi je cherchais à raconter, à analyser, à raconter. Mais j'ai quitté le monde de la recherche parce que je voulais pas être enfermée. J'étais fascinée par ce qu'on y apprenait, mais je voulais pas être enfermée dans un monde de recherche à n'écrire que pour des chercheurs, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai aussi bifurqué de là, comme j'avais bifurqué en effet de la voie qui était tracée pour aller à l'école normale supérieure, la Cagne, Hippocagne. Et depuis toute petite, tu cherches à raconter, tu nous dis que les mots, ils t'accompagnent, ils t'habitent. Qu'est-ce que tu veux raconter? Qu'est-ce que tu as envie d'écrire finalement? Mais je crois qu'en fait, c'est pas tant ce que j'ai envie d'écrire, mais c'est vraiment juste le fait d'écrire. En fait, comme je disais, c'est que c'est ma manière de respirer, écrire. Donc, c'est difficile d'en parler parce que c'est littéralement ma manière d'être et de respirer. C'est-à-dire que quand je suis dans la rue, quand j'attends dans la boulangerie pour prendre mon pain, quand je suis dans la douche, quand je suis dans le métro, mais les mots sont dans ma tête. J'ai des phrases qui me viennent constamment dans ma tête, qui me racontent à la boulangerie le regard du petit enfant devant la vitrine et puis le visage fatigué de la boulangère et puis etc. Et j'ai tout de suite des scènes, des mots, ça n'arrête pas. Je ne sais pas où est le bouton off. Parfois, j'aimerais le trouver et je n'ai aucune idée où il est. Donc, en fait, écrire, c'est plus, voilà, c'est ma manière d'être. Maintenant, sur quoi j'aimerais écrire? Je passe toujours par l'individu, j'écris pas sur des groupes ou des villages ou des communautés, je parle toujours de personnages qui sont un peu tout seuls, quoi. Et comme je disais, ce décalage entre ce qu'ils ont envie de faire et puis ce qu'ils arrivent à faire, ou bien ce qu'ils ont envie de dire, qu'ils n'arrivent pas à dire, des choses comme ça. Et j'aime bien faire des formes courtes. Donc je fais des scènes, j'ai écrit des chansons, j'ai écrit des fragments, et là en ce moment j'écris beaucoup des courts-métrages qui sont des formats de 1 minute, qui sont des textes tellement courts que tu les lis en moins d'1 minute en fait, où j'essaye de saisir vraiment le moment qui résume tout. Par exemple, le moment où dans une maison de retraite, quand une personne décède, t'as les enfants qui viennent décrocher les photos sur le panneau en liège. Ce moment où tu retires la photo et quand tu regardes la chambre qui reste vide, le petit trou sur le panneau en liège, c'est la seule chose physique qui va rester de la personne. En fait, du quotidien, tu vas chercher à détacher plein de détails qui parfois nous échappent.
Et donc tu écris en permanence sur tout ce qui t'entoure. Oui, c'est ça. Bah oui, alors pour le coup, tout est matière à raconter notre époque et raconter un peu l'épuisement de notre époque et en même temps l'envie d'autre chose de notre époque, du coup. J'ai écrit une scène où c'est une fille qui est au balcon de son appartement et qui est en train de basculer, en train de se dire demain je reprends un job alimentaire, je laisse tomber. Est-ce que je le reprends mon job alimentaire ou pas? Pour laisser tomber ma passion ou pas. Et c'est ce moment où elle hésite. Donc elle est sur un balcon parce que c'est l'entre-deux. Voilà. Mais j'ai pas besoin de raconter toute la vie de cette fille. Ce qui m'intéresse, c'est ce moment-là. Ce moment de bascule. Ouais. Et quand tu écris sur quoi? Est-ce que tu as toujours un petit carnet avec toi que tu sors au plein milieu de la boulangerie quand la boulangère te tend le pain? Alors, j'ai compté mes carnets et mes cahiers. J'en ai 110 ou 111. Et donc, oui, j'ai des carnets de toute taille et de toute forme. J'écris d'abord toujours à la main, avec des stylos plumes en général, et puis après, je tape, et après, j'imprime, et après, je retravaille les textes au crayon, et là, je peux en avoir pour des semaines de retravailler les textes. Donc oui, mais j'aime vraiment le geste physique. Ouais. Et donc après de ces textes, tu les lis, tu les racontes. Tu as notamment sillonné la France pendant plusieurs années en vivant chez les personnes qui voulaient bien accueillir tes textes et tu leur lisais. Et tu dis mes textes n'étaient qu'un prétexte pour de nouveau faire société, pour interroger le monde dans lequel nous vivons et celui que nous espérons. Oui, j'ai fait ces tournées-là parce qu'en fait, quand mon premier livre, Lettre à ma génération, est sorti, on m'a expliqué qu'un livre ne vivait que 2-3 mois en librairie. Et j'ai dit, ah bah non, en fait, non. Donc moi, je vais aller à la rencontre des lecteurs et lectrices. Donc, j'ai commencé comme ça. Et en effet, je suis allée à domicile chez les gens parce qu'ils m'y invitaient. Et de là, la guitare m'est revenue d'entre les mains. Et au lieu de simplement lire, j'ai construit des spectacles et des veillées. Mais comme j'ai été énormément en zone rurale. Et j'atterrissais un jour dans la yourte d'un chevrier et le lendemain dans la villa avec piscine d'un ingénieur, d'un médecin et le lendemain j'allais chez un boulanger, etc., etc. Et là, dans ces contextes-là, la rencontre avec l'artiste, c'est pas le plus important en réalité. Pour les gens, le plus important, c'est je sais pas comment dire, c'est de se rencontrer eux, c'est de faire un nous, un collectif, parce que on ne fait plus ça aujourd'hui, de se réunir pour autre chose que de la consommation. Oui, on va voir des spectacles, on va voir des cinémas, on va voir... Mais on est quand même souvent en mode de consommation, même culturelle, d'un produit culturel. On dit à l'artiste, bravo, vous chantez bien, bravo, c'était beau, et on s'en va. Alors qu'une veillée, ce que j'ai essayé de faire, c'était de faire rencontrer les gens autour d'une proposition que je pouvais faire. Donc ça, c'était un texte que je disais, c'était des œuvres sonores que je réalise, que je faisais écouter. C'est comme si ton podcast, tu réunissais des gens pour l'écouter ensemble et que tu guettais les réactions. Et tu vas voir que là, les gens, pendant l'écoute, ils vont se regarder parce qu'ils ont les corps en présence et il n'y a pas de visuel. Et le fait qu'il n'y ait pas de visuel, ça change tout. Et comme ça, je me suis rendu compte que les gens avaient une réaction tellement intense. Il y en a beaucoup qui pleuraient, il y en a qui partaient tellement c'était intense parce que d'un coup, ils étaient convoqués à un endroit. Ils étaient convoqués à un endroit de leur vie, de leur questionnement. Mais en même temps, c'était pas un cercle c'était pas une psychanalyse collective du tout. C'était pas ce genre de choses. Mais c'était très puissant. Donc ouais, j'ai fait ça un peu partout. Ouais. Et donc pour toi, dans un monde où l'image prédomine, quelle place ont les mots? Oh mon Dieu, ils sont maltraités, ils sont mal en point, je trouve. On voit des annonces pour trouver un infographiste, pour trouver des caméramans. Je vois pas d'annonces pour trouver des paroliers. Je vois pas d'annonces pour trouver des gens pour écrire le texte de la voix off d'un film. Donc les mots, c'est vraiment le parent pauvre, je trouve, aujourd'hui. Comment vivre de ces mots, dire mais j'ai un talent et un métier qui s'appelle les mots. Je sais travailler cette matière. Et je me souviens avoir, dans un atelier de lycéens, je leur ai demandé, est-ce que vous croyez qu'écrire, c'est un vrai métier? Bon, non, ça va, tout le monde sait écrire. Et j'ai dit, d'accord, et clarinettiste ou trompettiste, c'est un vrai métier? Bah ouais, pourquoi? Bah parce que moi, tout le monde sait pas le faire. J'ai dit, ah d'accord, alors que les mots, et c'est pas vrai en fait. Donc c'est difficile. Mais paradoxalement, parce qu'on est dans un monde d'images, quand tu mets les gens que à écouter des mots, à écouter des paroles, ils sont bouleversés à un point. Peut-être parce que ça va les convoquer dans autre chose aussi.
Et c'est en ça que tu nous invites non pas à trouver un métier, mais à trouver notre propre verbe. Pour toi, partir du verbe pour envisager son chemin de vie, c'est finalement changer la géographie de son existence. Et il ne s'agit plus de chercher à atteindre quelque chose, que ce soit un métier, une position sociale ou une situation, mais de déplier partout où l'on va, ce qui est déjà en soi. Oui, le verbe, c'est lié à ce que tu disais tout au début sur mon parcours. Quand je disais, je savais que j'allais écrire, mais je ne savais pas dans quelle arène j'allais le faire. Pour me définir, je peux pas utiliser un métier. Le verbe, c'est venu d'une femme sculpteur. Je dis sculpteur parce que je suis canadienne et qu'on dit sculpteur avec un E. En Ok, fait. Voilà, c'est comme ça qu'on sculpteur, ouais. féminise. Ouais. Euh, et d'un boulanger. Le boulanger, il a été marin, chimiste, apiculteur, peintre. Et il disait, j'ai toujours œuvré mes métiers. Et elle dit, si j'ai trouvé le bon geste dans mon travail, c'est que j'ai trouvé la bonne posture dans ma vie. Et quand j'ai entendu ça, c'est vrai que j'avais rencontré des étudiants et j'avais été assez frustrée de ma rencontre avec eux. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on leur apprend en fait? Et j'ai mis tout ça ensemble et je me suis dit, en fait, je pense qu'il faut poser autrement la question des chemins de vie. Il faut pas arrêter de dire qu'est-ce que tu veux faire comme métier, mais poser la question du verbe. Parce que quand tu dis à quelqu'un quel est ton verbe, d'abord le verbe, c'est pas un métier à atteindre, c'est pas quelque chose à l'extérieur de toi à atteindre, c'est quelque chose qui est en toi. Ensuite, c'est pas quelque chose qui concerne que ta sphère professionnelle, c'est quelque chose que tu appliques partout. Si tu es quelqu'un qui écoute les gens, qui a envie de transmettre leurs paroles, qui est curieuse, tu l'es aussi bien quand tu travailles qu'avec tes amis. Si tu es quelqu'un qui aime relier les gens, tu vas être bonne pour gérer une équipe dans ton travail ou pour faire le lien peut-être en ressources humaines, mais c'est sûrement que tu aimes réunir tes amis, tes copains, etc. C'est quelque chose qui est en soi et qui se déplie dans tout ce que tu fais. C'est une autre manière de poser la question. Et ça nous réconcilie aussi avec des parcours qui sont trop en zigzag ou à qui on va dire C'est pas cohérent. oui, tu fais trop de choses, ça n'a rien à voir, ça n'a pas de sens, ou les gens qui après une carrière en font une autre et on dit mais euh, mais T'es oui. perdu, non? Ouais, oui, voilà, t'es perdu, non? Et en fait, quand tu tires le fil rouge et que tu te poses la question, non pas qu'est-ce que j'ai fait comme métier, mais à travers ce métier, qu'est-ce que j'essayais de faire? En fait, c'est quoi qui m'intéressait dans ce métier? Ah, c'est drôle, c'est exactement ce qui m'intéresse quand je pars en vacances avec mes potes, machin. Ah, c'est drôle, c'est exactement ce que je cherche à faire dans cet autre métier qui, soi-disant, n'a rien à voir. Et là, tu tires un fil. Et évidemment que c'est cohérent parce qu'on est varié, on est divers, mais on a aussi une manière d'être dans le monde qui est propre à nous. Et c'est ça, en fait, le verbe. Donc, c'est juste une autre manière de poser la question. Et c'est en ça que tu dis notre geste au monde est essentiel et le contexte dans lequel on l'accomplit, le métier, le lieu, le mode de vie, est secondaire, Oui. finalement. Ah oui, ça, j'en suis sûre, parce que je pense que on rencontre un métier parce que ça peut être parce qu'on a rencontré un professeur qui nous a éveillé sur quelque chose. Ça peut être parce que géographiquement c'était proche. Ça peut être parce que il y a des lieux de vie où on préfère être. C'est accidentel. Et ça se voit quand même quand tu rencontres les gens et qu'ils te parlent en profondeur de pourquoi ils ont fait tel métier. Bah, c'est parce qu'ils y cherchaient à faire quelque chose de différent. Aussi, le verbe, ça permet d'accepter plus facilement de se tromper, quelque part. D'avoir fait, d'être allé 10 ans, 15 ans dans un métier, d'avoir décidé que finalement c'était pas ça qu'on voulait. Et alors, comment est-ce qu'on trouve notre geste au monde? Alors, j'ai utilisé le geste, c'est vrai, parce que c'était donc, au départ, comme ça que ça m'a été inspiré. Mais aussi, je trouve que, donc, comment on le trouve, le verbe? On peut penser au geste, justement. Si un sculpteur me sculptait, dans quel serait mon geste? Si par exemple on prend juste aider, qui est très 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 large. Comment tu aides? Est-ce que tu es quelqu'un qui accompagne les gens? Est-ce que tu es quelqu'un donc qui va prendre la main et guider, qui va guider ou montrer le chemin, qui va être plus leader? Tiens, regarde la direction où tu vas aller. Quelqu'un qui va apaiser, quelqu'un qui va redonner de l'élan, qui va remettre sur les rails, un peu secouer la personne. Tout ça, c'est des gestes différents et c'est important de savoir lequel on a. Comment on le trouve? En se posant la question à quel moment je me sens entier et complètement en harmonie. Tu sais, c'est des petits moments dans la vie. Souvent, c'est
dans des moments un peu intermédiaires, un peu de pause, on se dit, à cet endroit-là, à ce moment-là, je me sentais tellement en harmonie avec tout, avec ce qu'il y avait devant moi, avec qui il y avait à côté de moi, avec ce que j'étais à ce moment-là, quelque chose comme ça. Et d'essayer d'identifier, c'était quoi ça? Les gens qui nous connaissent peuvent nous aider aussi beaucoup. Qu'est-ce qu'ils voient de nous? Parce qu'ils nous voient dans notre entièreté, ils voient pas seulement qui on est dans le boulot ou qui on est à la maison. Mais aussi les inconnus, bizarrement. Parce que quand on parle à des inconnus de soi, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. On peut facilement dire des choses. On n'est pas gêné. Donc parfois, c'est aussi avec des personnes totalement inconnues qu'on peut trouver ça. Et trouver le verbe pour quelqu'un qui sait absolument ce qu'il veut faire. Je veux être footballeur et si je fais pas, ou je veux travailler avec les chevaux et si je fais pas ça, ma vie sera ratée. Bah, le verbe, ça permet d'élargir un peu. Qu'est-ce que t'aimes à travers les chevaux ou à travers le foot? C'est prendre soin, c'est le rapport à un animal, c'est le spectacle. Et après de voir, ah oui, mais en fait, je peux aider et accompagner les gens aussi en faisant un jardin maraîcher. Et à côté, je peux aussi avoir les chevaux, ou bien, enfin, on peut imaginer. Ouais. Le verbe permet de tisser la toile d'araignée de sa vie, finalement. Ouais, c'est ça. Tu peux tisser des liens entre différentes choses. Et puis, si on est clown et qu'on fait des spectacles, c'est pas pareil que si on est clown dans des hôpitaux pour les enfants malades. On n'a pas le même, ou dans une maison de retraite pour les personnes âgées. Qu'est-ce qu'on essaye de faire quand tu fais ça? Tu peux être avocat pour défendre les intérêts de Google et tu peux être avocat pour défendre les intérêts d'une ONG qui essaye de sauver les baleines. T'es pas au service de la même chose. Parce qu'il y a ça aussi dans le verbe, c'est au service de quoi tu es aussi. C'est important. Et alors toi, ton verbe à toi, c'est lequel? Ben moi, c'est exprimer les potentiels. Et je le fais avec une matière. C'est là où j'ai distingué il y a les verbes premiers, puis il y a les verbes auxiliaire. Donc mon verbe auxiliaire, bah oui, ça va être écrire des chansons, ça va être chanter, ça va être parler. Tout ça, c'est des verbes outils, on va dire. Et après, tu as un verbe de manière. Tu pourrais trouver quelqu'un qui, comme moi, essaye d'exprimer les potentiels, qui le fait aussi par l'écriture, mais qui va peut-être le faire en étant plus dans montrer aux gens l'émerveillement. Et moi, je suis un peu plus, un peu secouée, un peu triturée là où ça fait mal. J'ai un peu tendance à parfois plus faire ça. Et puis après, tu as le verbe de posture qui est ton rapport au monde en général. De ce sujet, justement, tu en as écrit un livre qui s'appelle « Trouve le verbe de ta vie ». Et dans ce livre, tu dis « Je suis ce que je défends et ce que je combats, ce que je refuse et ce que j'espère ». Qu'est-ce que tu refuses et qu'est-ce que tu espères dans cette vie? Je refuse la binarité, le côté binaire de tout. Je pense la simplification de tout, c'est un peu lié. Comme je suis multiculturelle aussi, j'ai du mal quand les gens ont un seul référent. J'ai du mal avec l'incapacité à se mettre à la place de l'autre, mais de l'autre vraiment, vraiment. C'est-à-dire d'aller à l'encontre de ses propres valeurs parfois. La paresse aussi, la paresse à bien comprendre les choses, ça m'énerve. Donc ça, c'est tout ce que je peux... Enfin non, il y a plein d'autres choses sans doute que je refuse. C'est quoi la paresse pour toi? Quand on se conforte dans ce qu'on connaît, dans l'entre-soi de gens qui pensent pareil, de gens qui vont te conforter, de pas se mettre un peu en danger à amener les choses que tu fais, ce que tu défends vers des personnes qui, tu le sais, vont pas être vraiment d'accord. Même dans les combats qu'on défend, l'écologie, le respect du vivant, le respect des diversités, quelles qu'elles soient, des minorités, etc. J'ai plusieurs fois essayé d'interroger des gens, des médias, qui restent beaucoup dans un entre-soi et qui ont peut-être 10 000, 100 000, je ne sais pas combien de likes, mais de leur dire, mais est-ce que tu es allé chez le voisin là, dans tel quartier de ta ville, où tout le monde s'en fiche en fait de, par exemple, l'écologie, je sais pas, ou le tri. Est-ce que tu as essayé de convaincre 1 ou 2 ou 10 personnes? Est-ce que tu as essayé d'amener ton texte dans un groupe Insta ou Facebook ou Twitter? Voilà. Et ce genre de choses-là, par Est-ce que exemple. c'est vraiment de la paresse derrière ça? Parce que la paresse, on peut en avoir plusieurs définitions. Je pense notamment au livre de Adrien Klent, Paresse pour tous, qui justement prône plutôt la paresse comme un état d'être au monde qui laisse beaucoup plus de place au silence, au vide, pour faire émerger différentes formes de créativité.
Ah oui, moi j'appelle pas ça la paresse, mais je vois ce qu'il veut dire. Mm. Je pense qu'il a utilisé ça, la paresse, parce que dans notre société, le temps du silence et du vide va être considéré comme de la paresse. Oui. Et il réhabilite ça, et il a bien raison. Mais en fait, ça n'est pas de la paresse, c'est un état de disponibilité dans lequel on se met pour mieux absorber plein de choses, pour laisser respirer nos cerveaux, nos têtes, et bien sûr, que, entre guillemets, ne rien faire, mais c'est-à-dire, ouais, complètement, je suis tout à fait alignée avec ça. Mais en fait, c'est quand je dis paresse, oui, c'est le confort de rester dans ce que tu connais, quoi. Et en plus, je pense que les combats qu'on mène, ils ont besoin qu'on fasse ça, qu'on sorte un peu de notre entre-soi. On peut faire un pas et essayer de comprendre la réalité des autres. C'est dans ce genre de débat-là, en fait. Ça demande une certaine remise en question aussi et d'analyser les situations avec plus un point de vue à 360 degrés, quoi. Oui, c'est ça. Et ça peut être inconfortable. Ben, c'est sûr que c'est inconfortable, c'est sûr. Et après, dans ce que j'espère, je crois que je cherche dans tout ce que je fais, je cherche la diversité. Je veux qu'il y ait de la diversité. Diversité d'âge, diversité socio-culturelle, diversité de points de vue, de matière, de point de vue, de regard, de discipline. Dès qu'il y a de la diversité quelque part, d'un coup, je me sens vraiment bien. Et quand je n'en vois pas, j'essaye d'amener ou de proposer, d'inviter à ce qu'il y ait plus de diversité, voilà, pour démultiplier les points de vue. Mais je suis fabriquée comme ça aussi. Donc Mais diversité aussi dans tes lieux de vie. Tu bouges énormément, tu es nomade. Là, oui. Tu nous le disais, dès demain, tu vas partir aux États-Unis. Qu'est-ce que ça t'apporte de voyager le monde finalement ? Bah, ça me donne cette perspective. En fait, j'adore me dire, il y a un autre monde où je peux aller, et là, les règles vont être différentes. Ce que je vais dire, la manière dont je vais parler va être interprété différemment. On va s'attendre à des choses différentes de moi. Voilà, le côté critique ou débat n'est pas reçu de la même manière en Amérique du Nord qu'en France. Le côté l'entraide, et j'aime beaucoup cette gymnastique-là, parce que j'ai besoin de faire cette gymnastique pour en fait prendre le meilleur des deux finalement. Et aussi, je pense que je suis un peu une nord-américaine francophone et une française anglophone quand je suis donc j'adore ces décalages-là et cet enrichissement-là. Et moi, j'aimerais bien amener les bonnes choses que je vois d'une culture vers l'autre. En tout cas, dans ma proposition d'écriture ou de manière de rassembler les gens, des choses comme ça. Donc j'aime beaucoup ça. Et par ailleurs, j'aime beaucoup aussi être entre une grande ville et perdu dans la montagne, parce qu'on en parlait. Tu habites aussi dans les Pyrénées. Ouais, j'habite dans une grange perdue dans la montagne, à 1 heure de toute ville, même pas dans un hameau, donc et où je peux rester 3-4 mois littéralement sans voir une personne et sans parler à un être humain, comme je peux après rencontrer des dizaines de personnes tous les jours pendant... Et ça te manque pas, ce lien humain ? Non. Non, parce que... C'était un non franc. Non, il sortait vraiment du cœur, quoi. C'est vrai. Non, mais il ne me manque pas parce que je suis pas coupée du monde, puisque pendant que je suis seule, évidemment, mon petit bouton est toujours on, hein. Donc, je ne fais que raconter le monde. Je passe mon temps toute seule à raconter le monde. Donc, j'écris. Donc, je suis connectée. Enfin, j'aime pas ce mot non plus, mais je suis reliée au monde. C'est juste que, justement, il ne faut pas que je sois en interaction avec des êtres humains. Il faut déjà que je gère toute une matière que j'ai dans la tête, que j'essaye déjà de bien mettre et de travailler comme un musicien travaille son instrument. Il faut que je travaille ses mots, ses phrases. Et après, je retournerai vers les humains pour repuiser de la matière pour écrire, ou bien pour leur redonner de la matière si je dois lire ou des choses comme ça. Donc c'est des va-et-vient entre des échanges sociaux, de la vie en ville, et après des moments de reclus dans ta grange où tu composes avec tout ce que tu as pu boire finalement. Exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment cet équilibre-là que j'adore. Ouais. Et alors qu'est-ce que tu y fais dans cette grange ? À quoi ressemblent tes journées là-bas ? Eh bien, ça dépend de la saison. Si c'est l'hiver, je vais pouvoir aller faire de la raquette. Si c'est pas l'hiver, mais je vais aller marcher, je débroussaille, je vais dans le jardin parce qu'il y a j'ai planté des aromates, des fruitiers, etc. Et pendant que je fais tout ça, évidemment, je réfléchis.
Et j'ai Elle l'a des dit, ça n'est jamais sur off, hein, Oh jamais. là là, c'est dur, ouais, non, c'est dur. J'essaye, hein, mais il passe sur off. Et d'ailleurs, il y a des gens qui en ont fait l'expérience. Si tu me vois, c'est arrivé, hein, en train d'étendre le linge et que tu viens me voir, je vais hurler de peur si quelqu'un vient. Je vais sursauter, mais sursauter très très fort, Parce que tu es dans tes pensées. complètement, tellement je suis loin. Donc, enfin loin. C'est ça le paradoxe. Je suis complètement présente à ce que je fais, mais en même temps, il y a des phrases en moi qui sont en train de se travailler en fait. Donc voilà. Il y a le silence, beaucoup. Il y a que du silence de toute façon. Si, il y a quelque chose d'assez important, c'est qu'il y a le feu, parce que j'ai un poêle et une bouteille de gaz, donc voilà. Et donc il y a un rapport très physique. Donc voilà, je dois porter le bois dans la brouette, l'amener, et puis faire mon feu. Et ben ça, mine de rien, ça donne un rythme à la journée et un rapport physique et l'odeur, le bruit, enfin, C'est un contact avec les éléments. Tu complètement. nous parlais du silence. Qu'est-ce qui permet le silence? Euh, et pour moi, le silence, c'est vraiment une respiration. Donc, on ne peut pas vivre sans respirer. Si tu t'arrêtes de respirer, tu t'arrêtes de vivre. Et je pense que le silence, c'est une respiration de ce bruit parasite permanent dans lesquels je mets les images, les vidéos, mais les mots aussi, évidemment, hein, qui sont dans nos têtes, les conversations, etc. Tout ce boucan qu'on a en permanence d'informations qui viennent, etc. Et si on ne se fait pas respirer ça par des moments de silence, c'est vraiment comme s'il y a une part de nous qui ne vit pas, en fait, qu'on ne laisse pas respirer. Et j'espère que les gens arrivent à creuser ces petits moments-là de silence, c'est essentiel. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont fait un grand changement dans leur vie à un moment donné, un changement toujours salutaire, en partant ailleurs ou en quittant leur boulot ou en prenant une décision, peu importe quoi, ils ont tous commencé par un silence, parfois forcé, parfois c'est une blessure qu'ils ont eue qui les a immobilisés, parfois c'est des choses tristes, parfois c'est un deuil et tout ça, puis parfois c'est juste que ils se sont mis à marcher la dernière station de métro et ça leur a fait 5-10 minutes de marche de plus dans leur trajet, mais sans écouter rien du tout dans les oreilles, juste, ou parfois ils sont assis sur un banc, enfin, voilà, c'est à un moment donné, un moment de silence que tu fais dans ton boucan, et c'est là que peut germer toutes les questions fertiles qu'il y a dans ta tête, mais que si tu les laisses pas germer, si tu les arroses pas de silence, justement, si tu leur donnes pas de la lumière, elles germeront pas. Et c'est en ça que le silence peut faire peur, et c'est aussi peut-être une des raisons pour laquelle on le prône si peu dans nos sociétés, parce que justement, on est confronté dans ce silence à ce boucan intérieur qu'on passe nos vies à fuir finalement. Oui, après, oui, et puis on est élevé dans le bruit permanent. Oui, ce silence, il doit faire peur, c'est sûr. Parce que c'est vrai que on a tellement de manières de l'éviter, de faire du remplissage, en fait. Silence ou vide, tu vois. Euh, oui, mais il faut aider les gens, je sais pas, il faut les accompagner pour... Enfin, faut y aller quand même, parce qu'au final, ça fait peur, mais qu'est-ce que tu peux y rencontrer si ce n'est toi-même? C'est la pire chose qui peut t'arriver. Et la plus belle. Bah oui, et la plus belle, en fait. Sarah, est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui? Aujourd'hui en général ou aujourd'hui là dans l'instant où on est? Aujourd'hui en général. Ta question est difficile parce que j'ai le droit de répondre oui et non. Oui. Parce que ça dépend comment on entend ta question. Je me sens à ma place à partir du moment où j'écris et où je raconte le monde. Maintenant, comme j'ai du mal à trouver le contexte où le monde accepte ce que je fais, c'est-à-dire en gros comment je peux vivre de mes créations, comment je peux les diffuser, comment je peux trouver le chemin pour que ce que j'écris arrive aux gens, parce que 95% de ce que j'écris n'est pas publié, n'est pas sorti. J'ai des manuscrits qui datent de 10 ans, les courts-métrages, c'est très difficile de les faire exister, etc. Et pour moi, le geste d'écrire, il va pas être fini, il n'est pas achevé, tant qu'il n'arrive pas au lecteur ou aux auditeurs. À cause de cette grande difficulté, je sais pas si je dois dire que je me sens pas à ma place, mais ma place complète, elle serait quand je peux
compléter mon geste artistique et que ce que je fais arrive aux gens. Ça veut pas dire que je suis désalignée en ce moment, je le suis pas du tout, mais je cherche en fait par où je peux passer. Ouais. Qu'est-ce que le mot émerveillement, il t'inspire? Pépite, joie, enfant. Ouais, capacité à s'émerveiller, c'est à s'étonner encore de ce qu'il y a autour de nous. Et si on n'a pas ça, on est déjà fatigué de la vie en fait. Cultiver l'émerveillement, c'est très important pour rester attentif. Ça m'évoque aussi d'avoir des antennes et rester attentif. Et en fait, dans émerveillement, pour moi, ça va aussi avec le fait d'être touché par les choses. Je crois que quelqu'un qui s'émerveille, en fait, qui est capable de faire une fête d'un tout petit rien, c'est ça en fait. Il y a des gens comme ça, ils sont merveilleux. T'as besoin de rien faire avec eux. Tu te balades avec eux dans la rue, il va arriver des trucs incroyables parce qu'ils sont toujours capables de s'émerveiller et de faire fête à n'importe quoi qui est bien ordinaire en fait, mais eux ils en font une fête. Et ben je pense que les personnes qui sont capables de faire ça, c'est aussi les personnes les plus touchées par ce qui est difficile. Et c'est les personnes donc qui peuvent aussi parfois être peut-être très facilement dépressifs ou très facilement tristes. Mais c'est vraiment le revers de la même médaille, je crois, parce que c'est le même principe d'être très sensible à ce qui est autour de nous et d'en faire quelque chose de très grand. Donc même quelqu'un qui a un petit regard triste, non, attends, qu'est-ce que c'est que ce regard triste? Ça m'a tellement touchée. Cette phrase que t'as dit, elle m'a tellement fait mal parce que cette personne-là, elle sera aussi capable de s'émerveiller. Trop beau. C'est précieux les gens qui s'émerveillent. Il faut le préserver. Il faut les mettre dans une... Si on avait une arche de Noé, il faut mettre des gens comme ça. Les décupler partout. Ouais, c'est ça. On va vers une tribu de gens émerveillés. La liberté, c'est quoi pour toi? La liberté, c'est une grosse prise de risque et une résistance à ce qu'on nous dit qu'il faut faire pour, entre guillemets, arriver à... Et c'est un muscle qui se travaille tous les jours aussi, la liberté. Parce qu'il faut la renouveler, faut savoir dire non à plein de choses pour être libre. Mais c'est pas une liberté égoïste de moi, pour moi tout seul. Si tu es simplement au service de tes besoins, tes envies, justement, tu n'es pas libre. Mais si tu œuvres à quelque chose de plus grand que toi, que tu essaies de contribuer à quelque chose dans le monde, à embellir le monde, à soulager le monde, à soigner le monde, à défendre le monde, tu mets le verbe que tu veux, et que pour faire ça, tu prends la liberté qu'il faut, contrairement à ce qu'on te dit, va là, fais ça, sinon prends pas ce risque, fais ça, c'est plus sécuritaire, voilà, et que tu prends cette liberté d'oser dire non au service de cette chose plus grande que toi, là je pense que tu exerces une véritable liberté. Magnifique. Sarah, on arrive à la question signature du podcast pour conclure cette interview. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui? C'est la dernière, heureusement. Non, mais je les ai toutes adorées. Mais celle-ci, cette année, j'ai souhaité aux gens de réapprendre à donner. À donner, pas en s'épuisant et en se vidant, mais à travailler à être plein et entier soi-même pour pouvoir mieux donner. Et tout ce dont on a parlé, trouver des moments de silence, creuser des mouvements de silence dans sa vie, chercher le verbe, donc poser la question de sa vie autrement, etc. Ce sont des outils, des clés pour essayer de se retrouver entier, parce qu'on est dans un monde où, et c'est là-dessus que j'écris tout le temps, je vois tout le temps à quel point les gens sont en décalage avec ce qu'ils auraient envie d'être ou ce qu'ils pourraient être, que moi je vois, que parfois ils voient même pas eux-mêmes. Et c'est comme si on avait des potentiels de nous-mêmes autour de nous, invisibles, qui sont au seuil du réel et qui cognent à la porte et on veut pas les laisser entrer parce que peur du vide, peur du silence, peur de se regarder, tout ce que tu disais. Donc ce que je peux souhaiter aux gens, c'est d'aller là et de se regarder, de se trouver pour être entier, parce que c'est que comme ça qu'ils pourront bien donner après aux autres et puis au monde. Magnifique. Mais écoute, on va terminer là-dessus, Sarah. C'est très beau tout ça. Merci pour tous tes partages si précieux. Merci pour tout ce que tu portes au monde. Merci à toi.
Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.